Bienvenue à tous à cette table ronde donc, sur l'urbanisme éphémère, outils d'urbanisme ou effet de mode. Donc, nous disposons d'un peu moins d'une heure pour échanger autour de cette vaste question qui nous interpelle tous, acteurs de l'aménagement. Alors merci à vous d'être présents. Fadia Karam, donc vous êtes directrice des espaces ferroviaires et directrice du développement chez SNCF Immobilier. Philippe Labro, vous êtes donc chef de projet ville durable, responsable du concours d'architecture bas carbone, archi moins de CO2 chez EDF. Julien Mérignac, donc directeur général de Citadia, vous intervenez pour le groupe 7. Jean-Luc Poitvin, donc directeur général délégué aux collectivités territoriales chez Nexity, et Sophie Schmitt, directrice des projets urbains à Link City. Voilà, donc je suis Émilie Moreau, je pilote les études sociétales et innovation à l'atelier parisien d'urbanisme. Alors, je voulais rapidement introduire cette table ronde par quelques mots sur l'étude que nous avons publiée en juillet dernier, une étude intitulée « La ville autrement ». Donc, je vais... Voilà. Et donc, c'était une étude qui s'intéresse aux nouveaux modes d'action qui émergent dans la ville, donc au croisement de deux phénomènes qui marquent notre époque actuelle. D'un côté, donc, la révolution numérique, et de l'autre, l'essor de l'engagement citoyen. Et donc, ce champ, le champ de notre étude dépasse celui de l'urbanisme temporaire, puisque, au-delà de cet urbanisme éphémère, elle s'intéressait également au développement donc, de nouvelles approches, outils mis en œuvre par la puissance publique pour essayer d'aménager la ville en lien avec les usages et les usagers. Et d'autre part, à l'essor d'initiatives citoyennes, plateformes numériques, qui ont un impact significatif sur le territoire. Et donc, il nous semble que la mise en perspective de ces trois évolutions, donc évolution des outils développés par la puissance publique, urbanisme temporaire, initiative citoyenne, met en fait en lumière une transformation assez profonde du rapport des citoyens et de l'ensemble des acteurs à la ville et aussi aux outils utilisés. Donc, au cœur de ce mouvement d'ensemble, l'urbanisme éphémère, alors que l'on appelle aussi avec des nuances urbanisme temporaire, urbanisme tactique, enfin voilà, il y a différentes appellations. On peut dire que c'est un peu le nouvel invité en matière de fabrique et d'animation urbaine, qui consiste à aménager, occuper et faire rayonner un lieu sur une durée réduite, qui peut aller d'une poignée de semaines à quelques années. Et donc cette occupation de terrain ou de bâtiments de manière temporaire a connu ces dernières années un essor particulièrement important. Donc, dans le cadre de l'étude, nous avons recensé une centaine d'initiatives sur le territoire de la métropole du Grand Paris, que vous pouvez voir à l'écran. Alors, ce sont des initiatives qui sont extrêmement variées de par leur contenu, leur durée, et puis aussi de par donc les différents acteurs en présence. Mais donc ces projets partagent quand même un certain nombre de points communs que nous aurons, je pense, l'occasion de partager dans le cadre des présentations donc, qui vont suivre. Alors, quels sont les facteurs à l'origine de ce développement ? Alors, il nous semble que l'essor de ces différentes démarches tient à la rencontre de plusieurs éléments. D'une part, le fait que les fonctions urbaines évoluent très rapidement, ce qui entraîne la libération d'espaces importants, d'espaces donc liés à des emprises d'équipements ferroviaires, hôpitaux, immeubles de bureaux, et donc qui peuvent être utilisés, ces espaces, à d'autres usages. Donc ça, c'est le premier facteur d'explication. Le deuxième, c'est les temps de réalisation d'un projet, qui sont longs et coûteux, entre la libération d'un espace, d'une part, et puis le lancement d'un chantier de rénovation et de destruction de l'autre. Troisième facteur, bien sûr, la tension foncière qui s'accroît, donc qui incite les propriétaires d'espaces vacants à les optimiser et à les valoriser.
Et enfin, de nouveaux besoins qui émergent, des nouveaux besoins donc, de lieux, d'espaces de travail, d'espaces de création artistique, d'espaces de fabrication, et donc des besoins qui émergent sans trouver de réponse dans le marché conventionnel, dans lequel les loyers sont souvent trop élevés ou avec donc des baux trop contraints. Donc à tous ces éléments, il me semble que l'urbanisme éphémère apporte un certain nombre de réponses, donc en permettant de révéler la valeur d'usage d'un lieu durant ce temps, hein, où finalement sa valeur de marché est inexploitable, et en le mettant, ce lieu, à disposition de publics qui ne trouvent pas de réponse à leurs besoins par ailleurs. Donc les exemples de projets, vous le voyez à l'écran, hein, sont nombreux. Dans le Grand Paris, on peut citer peut-être un certain nombre de projets assez connus comme les Grands Voisins à Paris, dans le 14e, le 6B à Saint-Denis, ou encore le pavillon du docteur Pierre à Nanterre qui est maintenant fermé. Mais il y a aussi bien sûr d'autres projets, hein, qu'on verra dans quelques instants, et puis des projets en région comme un projet assez connu à Bordeaux, donc le projet Darwin. Donc voilà, pour en venir au thème de ce débat, du débat de cet après-midi, c'est vrai que cet urbanisme éphémère a en fait les allures, enfin un petit peu les allures d'une mode, puisque il évolue plus vite que les formes traditionnelles de la ville. Par ailleurs, c'est vrai qu'il implique des acteurs assez dynamiques, jeunes, donc avec l'intervention d'un certain nombre d'associations, de collectifs, des artistes, des startups qui interviennent dans ces espaces. Les projets surprennent aussi par une programmation événementielle assez riche. Et enfin, c'est vrai que le temps limité d'occupation du site incite le public à s'y rendre, à se rendre dans ces lieux sans attendre, et puis à échanger aussi les bonnes adresses par le bouche à oreille. Donc si on reprend, pour reprendre les mots d'un journal en ligne qui s'appelle Lumière sur la ville, on peut dire que par son caractère éphémère ou temporaire, l'occupation des friches crée un véritable événement. Le quartier bouge, il se passe quelque chose, il faut aller voir. Mais c'est vrai qu'au-delà de cette visibilité importante qu'ont ces projets, ces différents projets, je voulais quand même rappeler que les occupations temporaires constituent, d'un point de vue quantitatif, des surfaces assez minimes au regard de l'ensemble des surfaces, des espaces vacants, puisqu'on a compté donc 4 millions de mètres carrés vacants en Ile-de-France, qui correspond à peu près 44 tours Montparnasse. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, même si on en parle beaucoup, même si elles sont extrêmement visibles, elles occupent encore finalement une part de ces espaces vacants qui restent assez limités. Alors, donc pour en venir à notre sujet donc, de discussion du jour, cette question, donc l'urbanisme éphémère, n'est-il finalement qu'une mode, ou son essor s'explique-t-il aussi par son intérêt réel et les bénéfices qu'il peut apporter en réponse aux besoins émergents et également face aux contraintes de notre époque. Je pense notamment aux contraintes financières, aux contraintes environnementales. Voilà, donc je voulais vous proposer de réagir à cette question, donc à partir de vos expériences, de vos différents projets, du regard que vous portez sur ce développement, par une intervention, si possible, assez courte, pour qu'on puisse ensuite peut-être avoir déjà un échange entre vous, et puis bien sûr pouvoir échanger avec la salle et prendre un certain nombre de questions. Voilà, donc je voulais commencer par, donc en passant la parole à Fadia Karam, puisque donc depuis 2015, SNCF Immobilier, je vais passer à votre présentation. Voilà. Merci. Donc oui, vous développez depuis 2015, SNCF Immobilier donc, est très active sur l'occupation temporaire. Vous mettez à disposition donc, de nombreux sites dans plusieurs villes de France, dont Paris. En 2016, donc, la station et le grand terrain dans le grand train, pardon, dans le 18e. En 2017, Ground Control dans le 12e et donc Aérosol dans le 18e plus récemment.
Donc pourquoi avoir investi ce champ de l'urbanisme temporaire? Quel retour peut-être pouvez-vous nous faire de ces premières expériences? D'abord, bonjour à tous. Donc, en effet, à la création de la branche immobilière SNCF Immobilier, donc, qui est investie de 2 missions, mission de gestion des actifs du groupe et aussi une mission de valorisation des actifs qui n'ont plus d'utilité pour le groupe. On se trouve avec un patrimoine extrêmement riche et intéressant sur le plan architectural, parfois dans des situations urbaines très intéressantes. On a pris la posture depuis le début de dire, voilà, on accueille sur ces patrimoines des initiatives de projets culturels, artistiques, et le temps du projet, donc bien évidemment, mais pas que, parce qu'il y a sur certains sites où on a un projet urbain qu'on commence à préfigurer, mais pas que, parce que parfois on est dans des villes moyennes où on a des patrimoines qui sont délaissés, inconnus, et c'est la façon de les révéler, de les rendre un peu rattachés à la ville, de les faire découvrir et découvrir un potentiel de transformation. Mais aussi, en tant que gestionnaire, c'était l'occasion pour nous de mieux entretenir ces actifs, ces patrimoines, parce que par une occupation, on sait mieux les entretenir dans le temps, parfois pour le temps du projet et parfois pour pouvoir imaginer un autre usage dans le temps d'eux. Et aussi, ces expériences étaient l'occasion de nouer avec des acteurs intéressants, porteurs de projets, des relations partenariales qui nous ont permis, sur certains projets, d'enrichir la réflexion urbaine qu'on était en train de mener. Donc, on ne peut que saluer, d'ailleurs, cette initiative qui a été faite par nos équipes, donc quelques personnes qui ont eu la foi d'avancer, parce que ça nous a permis vraiment d'avancer la pensée, le contenu, et de nouer des partenariats très intéressants. Donc, si vous voulez, je ne sais pas, on peut dérouler. Donc, je parlais de ça, mais aujourd'hui, on est à un bilan quasiment d'1 million de visiteurs sur nos sites, avec 18 nouveaux lieux de transformation qui ont été ouverts au public, et puis 29 installations temporaires sur toute la France, donc un déploiement national. Peut-être que les projets parisiens sont plus connus parce qu'ils sont plus structurés, avec des actifs beaucoup plus importants, mais il n'y a pas qu'à Paris qu'on a développé des projets. L'intérêt, c'est aussi, on en tire, enfin, sur le plan économique, il n'y a pas un énorme intérêt. Donc, ce qu'on ouvre vraiment à des valeurs symboliques, ces lieux, c'est surtout, il faut que le porteur de projet puisse trouver son modèle économique avec son exploitation. Par contre, ceci nous a permis d'inciter une forme d'envie d'y venir. Donc, ces lieux désertés sont devenus des lieux de destination. On a pu découvrir et faire des études sur des patrimoines qu'on pensait peut-être à démolir. On a pris un peu de recul pour se dire, tiens, c'est devenu un lieu de vie, pourquoi ne pas le conserver dans le projet? Ça nous a permis aussi de créer de l'emploi, parce que le porteur de projet a embauché des gens, même temporaires, ça a créé une dynamique d'emploi. Et au final, quand on regarde les projets qu'on a pu déployer, donc sont tous à des identités très fortes, selon les sites, au cas par cas, en fonction de l'histoire du lieu, de sa géographie, de contexte urbain. On a développé des projets à forte thématique, comme sur Ordonner, avec la thématique ferroviaire. On a fait venir même des trains, on a fait quasiment le musée du train en ce lieu-là, qui a accueilli beaucoup de public. Donc, parce qu'en même temps, c'est un lieu sur lequel on projette un projet urbain de 80 000 m², mixed use, si je peux dire, avec une approche partenariale de fabrication urbaine avec des opérateurs. Donc toute cette expérience et le résultat qu'on a pu avoir a fait que ce lieu qui était déserté, qui est en contrebas, c'est devenu un lieu d'intérêt, un lieu de destination, a enrichi la programmation dans les ateliers de travail qu'on a pu avoir avec les opérateurs, et a fait que les riverains ont adhéré à cette reconversion du site, à l'idée de la reconversion du site. Donc on a créé ce premier tempo du vivre ensemble, et voilà, une force de revitalisation du lieu. Donc c'est un premier pas de la concertation. Donc pareil sur la gare de Lyon, Doménil, avec Grand Contrôle, un projet qui est plutôt tourné sur l'agriculture urbaine avec le verger.
Donc, pareil, qui préfigure quand même un projet qui va développer 1 hectare de parc avec quasiment 100 000 m² de construction, mais aussi avec conservation de la halle dans laquelle se passe le projet d'occupation temporaire pour un usage en partie culinaire et de fonction ouverte au quartier. Donc c'est un moment d'appropriation du projet futur et d'en tirer des leçons dans la programmation du projet futur. Et puis le dernier, qui n'est pas un dernier, parce qu'il y en a d'autres aussi, le projet d'aérosol qui est sur le site Hébert, 5 hectares aussi, qui est en cours de fabrication, le projet urbain, donc avec de l'ordre de 110 000 m² de construction. Et là, on est plutôt tourné sur le street art, donc une expression graphique avec les grands murs qu'on a. Pardon, j'ai été trop vite, mais j'ai essayé de tenir les 5 minutes. Donc voilà, qui aussi, avec le flux des gens, nous permet d'ancrer l'idée d'une vie sur ce site et prépare parce qu'en même temps, la concertation se déroule. C'est le soir, le site est complètement habité par des usages. Et ça nous a permis d'enrichir aussi la programmation en marchant. Donc c'est une démarche qu'on déploie et qu'on trouve très intéressante, surtout dans l'accompagnement, l'initiation des projets urbains, le temps du projet, le temps de l'enrichissement du projet, mais aussi le temps de la concertation, parce que ça nous approche beaucoup avec les riverains, avec les associations, avec les collectivités. Ça nous apprend aussi à travailler ensemble avec des opérateurs dès l'amont, ne pas arriver avec une programmation figée. Ça nous apprend à travailler en interne de façon différente, ne pas dire on ne fait rien jusqu'à que le projet commence à dérouler les démolitions. On est capable d'imaginer, de préfigurer, d'imaginer du projet temporaire en avant-première du projet pérenne. Merci beaucoup, Fadia Karam. Je propose de poursuivre et puis on reviendra après dans l'échange. Je voulais continuer avec vous, Sophie Schmitt et Jean-Luc Poitvin. J'avais préparé cette question donc, pour la table ronde autour finalement du récent appel à projet inventé à la métropole. Je me demandais si dans ce cadre-là, puisque vous êtes lauréat sur plusieurs sites de cet appel à projet, je me demandais si vous aviez porté cette réflexion en se disant que peut-être vous envisagiez des processus de ce type d'urbanisme temporaire pour les projets que vous allez développer donc sur ces sites. Si oui, donc dans quel contexte et à quelles conditions pensez-vous qu'il puisse être intéressant de développer des processus d'occupation temporaire en amont des projets? Sophie Schmitt, je sais pas, je préférais faire la présentation avant parce qu'en fait la réponse à votre question est dedans. Sauf si d'autres veulent. On va dérouler toutes les images puis après on fera le débat. Donc, moi, en réagissant, Émilie, quand vous m'avez demandé d'intervenir, l'urbanisme éphémère pour moi c'est un peu un oxymore quand même parce que à mon sens l'urbanisme construit une organisation qui a pour motif d'être. Certes, ça peut évoluer avec le temps et les fonctions qu'on met dans l'urbanisme, mais l'urbanisme est un acte définitif. Ensuite, il ouvre des possibilités d'évoluer. Moi, je parlerais plutôt d'aménagement éphémère, d'événements, d'occupation temporaire, pour une heure, une journée, un an ou plus. Et c'est un petit peu ça que je vais balayer, mais en indiquant à chaque fois quel était l'objectif et pourquoi on a fait ça. Alors, je vais prendre le projet de Bagneux-Mathurin tout d'abord, dans lequel... Alors, au début des projets, on n'a pas beaucoup d'argent, donc on est au degré zéro de l'investissement, mais ça marche quand même et les gens sont très contents. Ce site de 15 hectares était occupé par Thomson, Thales et DGA, donc fermé pendant 50 ans. On l'a donné à pénétrer par les habitants et les riverains, et on a indiqué simplement avec des ballons à l'hélium les endroits significatifs du site. Ils sont montés sur le bâtiment le plus haut, qui faisait 5 étages, et ils ont une vue panoramique sur le site. Et avec les plans, ils arrivaient à se repérer sur place pour voir le projet avec ses éléments significatifs, donc les totems, l'entrée de la rue commerciale, là où est le lycée, etc. Évidemment, là encore, avec les moyens, on aurait pu faire une présentation digitale 3D insérée dans l'espace. On a simplement mis des panneaux à l'endroit où les bâtiments allaient être réalisés pour donner à voir le changement d'ambiance entre là où on est et là où on va être. On est toujours dans le site avec Bernard Reichen qui présente le projet.
On a aussi, nous sommes dans une ville, Bagneux, qui est très active en termes de concertation avec les habitants et d'activation de la population. Et là, nous avons ouvert le site, et c'est sur le terrain du lycée, que la population, 345 personnes, se sont réunies pour demander à la région un lycée d'enseignement général qu'ils appelaient de leur vœu depuis plus de 20 ans. Le lycée a été gagné, on a fait la fête avec la fanfare et les caravanes, food truck, pots, etc. Je fais un petit pas de côté sur la concertation parce que là, ce que vous voyez, ce sont la ville de Bagneux aménage aussi sa ville de manière provisoire tous les étés dans les parcs. Parce qu'à Bagneux, tout le monde ne part pas en vacances et que tout le monde a besoin, par contre, de se reposer un peu. Et ces parcs sont aménagés pour des centres de loisirs pour adultes. Et c'est dans ces parcs que nous sommes allés consulter la population, enfin plutôt l'hameau de la ville, Capacité. Et nous avons poursuivi l'exercice avec l'opportunité d'être partenaire des Jeux Olympiques pour aller voir les enfants en invitant la Djilou Kouré, qui est champion olympique du 110 mètres haies, qui est venu pendant une journée animer les enfants lui-même et évidemment signer pas mal de casquettes. Ça nous a permis de prendre contact avec la population et aujourd'hui, finalement, on comprend qu'un projet urbain, dans toute la période de préparation, c'est une osmose d'organisation d'événements pour l'appropriation du projet, la consultation, la concertation, l'information, qui fait qu'en fait, on fait déjà des projets, le propriétaire, la ville, et nous, Link City, qui sommes le partenaire des deux, qui préfigurent finalement le travail qu'on va faire ensemble dans le projet urbain long terme. Et donc, ça nous apprend déjà à travailler ensemble, et c'est très bien. Éole Évangile, Inventé Paris, donc au pied de la gare RER de Rosa Parks, à côté du projet. Également, nous avons fait une installation provisoire avec caravane, food truck, des stands, pour apprendre aux riverains ce qu'il allait y avoir dans le projet, les éco-gestes. Pour les enfants spécifiquement, on a fait un jeu de loi où on leur apprenait les éco-gestes du quotidien. On a remis des goodies, des fruits et des légumes à la fin de la journée. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec l'urbanisme éphémère. Moi, je pense que si, totalement, parce que tout aménagement éphémère participe à un des objectifs que vous avez évoqués avant, Émilie. Voilà. Au passage, on récupère des idées de programmation. Donc ça, je dirais, c'est les aménagements éphémères pour l'appropriation, la concertation, faire du lobby pour le programme. Le lycée, on l'a eu, donc ça sert à la programmation définitive par des moyens peut-être un petit peu différents de ce qu'a montré Fadia. La question du phasage aussi est importante. Il est vrai que parfois, par exemple, là, sur Bagneux-Mathurin, on a choisi de commencer la phase 1 au sud, qui est au plus près des habitations existantes. Mais en revanche, la ville nous a demandé de mettre plutôt les commerces le plus loin du centre-ville, qui est au nord. Donc du coup, on va se retrouver avec une première phase, avec une construction de commerces assez importante, mais on n'aura que 700 logements construits sur les 3000. Et au lieu d'avoir 12 000 usagers qui sont la population mixte attendue, on n'en aura que 1500. Donc ces rez-de-chaussée va se poser la question, ils vont être construits en neuf, va se poser la question de leur portage investisseur et la question de comment on les remplit provisoirement en attendant 2 ans que la jauge soit suffisamment importante pour que les commerces définitifs puissent s'installer. Donc ça, on va faire l'exercice. Exercice sur lequel on va prendre des expériences, puisqu'on en a déjà aussi quelques-unes. Alors, là, une expérience qui ressemble un petit peu à celle de Fadia, c'est le PPS de Saclay, qui a lancé un appel d'offres pour le Point F. Le Point F, c'est un bâtiment de 3000 m² avec une architecture assez intéressante, à réhabiliter. Donc là, vous le voyez en l'état. Ça va devenir le centre du quartier. Aujourd'hui, il y a seulement 1100 chambres livrées, c'est X-City qui les a livrées, et 2 grandes écoles, en plus de celles qui existaient avant, qui sont là. Donc la jauge n'est pas encore atteinte. Donc on va faire une préfiguration. Sur le bâtiment, il y a 1000 m² qui vont être réalisés. Et donc le programme, à terme, sera ça. Et donc une partie sera réalisée en préfiguration pour adapter ensuite ce qui a plu, ce qui n'a pas plu, et le mettre en définitif. Alors, enfin, inventons la métropole. Donc, effectivement, Link City a travaillé dans la deuxième phase sur plus de 16 dossiers et on a remporté 7. J'en ai choisi 3 parce que, bon, d'abord, il y a plusieurs grands projets urbains et qu'il y a des questions de préfiguration qui sont placées. Et même au-delà, il y a des projets où la préfiguration est en fait le définitif. Et c'est là où on passe encore à autre chose. Alors, ce projet, je l'ai retenu parce qu'il m'a un petit peu excitée. J'avais jamais vu une innovation pareille. C'est une salle de 2500 places qui va être dans l'opération de Thiais, Orly, Pont-de-Rungis et qui est une salle de sport
pour jeux numériques, où il se passe des compétitions. Cette salle sera placée en définitif, mais l'exploitant s'est engagé à faire des événements de préfiguration de cette salle. Et ça sera accompagné, ça c'est le hall de la scène numérique, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc il y a le pôle e-sport que vous venez de voir, et qu'il y a un autre pôle de réalité virtuelle qui est exploité avec MK2, où donc vous pourrez voir des films, mais dans une réalité complète. Ces projets vont faire l'objet de préfiguration. Et ensuite, j'ai pris 2 projets à Vitry. Le premier est Vitry-Chériou, qui sont des bâtiments historiques avec un grand parc. Donc là, vous voyez le projet en définitif. Et dont l'objectif est de créer un cluster de formation et d'emploi pour les jeunes, avec tous les outils de pédagogie innovante. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, mais la pédagogie inversée, ça parle peut-être à certains d'entre vous, ou la pédagogie expérientielle. Tout ça avec une infrastructure numérique très importante et un accompagnement de projets qui en fait un vrai lieu de vie. Et de cette manière-là, on espère que les étudiants, les entreprises et les habitants viendront ensemble dans cet espace de convivialité, qui sera un espace définitif, mais qui aura une préfiguration sur une petite taille pour adapter les sujets dans cet objectif. Donc en fait, c'est comme si le définitif était pensé à l'origine et que la préfiguration est un outil de réaliser le définitif pensé originellement. Donc c'est encore une autre approche. Et enfin, le troisième projet qui est avec Fadia, la SNCF, sur Vitry-les-Ardoines, la gare. Je ne sais pas si tu as reconnu. Donc là, alors, là c'est un projet, Vitry doit passer de l'emploi ouvrier dans une transition vers la manière de créer des nouveaux emplois de start-up, de PME et d'entreprises type créatif 21e siècle, donc avec des Fab Labs, des lieux de coworking, des lieux de nouvelle génération. Et donc, en préfiguration du projet, dans une des halles, nous allons proposer ce qu'on appelle le quartier nomade. Alors le quartier nomade, c'est quoi? C'est dans une grande halle. Les occupants qui voudront s'installer pour travailler en coworking avec d'autres devront construire d'abord leur lieu de vie, leur module de vie. Donc ils iront dans la petite usine, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une petite micro-usine qui va les aider à construire la boîte de leur lieu de travail ou de leur lieu de vie. Cette boîte, ils vont la payer eux-mêmes avec leur fonds. Ils vont la placer dans la halle et ils vont vivre, travailler, habiter dedans. Et ensuite, s'ils veulent changer d'occupation, aller dans une autre halle, aller dans un autre lieu de la métropole, eh bien, ils prennent leur boîte et ils la déposent ailleurs. Et donc tout ça, c'est un lieu où il y aura aussi de l'événementiel, cinéma, etc., ouvert aux habitants. Donc tous ces projets... Alors d'abord, moi, j'ai été fascinée en regardant tous les projets des équipes Link City de cette richesse d'innovation incroyable. Et aussi de la complémentarité des projets dans le réseau de la métropole. Parce qu'il y a plein de projets qui ont poussé dans la métropole et tout le monde se dit mais comment on va être complémentaire, comment on va travailler en réseau, etc. Donc Link City a vraiment la volonté d'une complémentarité de projets. Ouais, Vitry, les 2 Vitry, il y en a un, c'est pour la formation, l'autre, c'est plutôt pour la création d'entreprises et l'emploi. Le site de Thiers-Pont-de-Rungis, c'est plutôt un site de loisirs. Et voilà. Et donc chaque site peut être mis en connexion pour fabriquer finalement une métropole où tous les lieux thématiques sont repérables, comme vos projets éphémères, et peuvent travailler en réseau et ensemble. Voilà. Avec, donc, comme vous le présentiez très précisément, donc une utilisation de l'aménagement éphémère en préfiguration en fait, des projets urbains à venir. Monsieur Poitvin, est-ce que vous partagez, vous avez vous-même ces réflexions dans le cadre des projets que vous développez voilà, quel regard portez-vous sur cet urbanisme éphémère? Je pense qu'on va commencer à répéter un peu les mêmes choses les uns les autres. Donc moi, j'ai pas d'image. J'ai l'impression que les femmes ont des images et les hommes n'ont pas d'image. Ça, au moins, c'est... Retenir ça pour la conclusion. C'est une grande différence, je ne crois pas me tromper, mais c'est assez drôle. Redevenons sérieux. Ce
qui me paraît important, et je voudrais répondre quand même à la question qui est posée, on parle d'urbanisme éphémère. Moi, je ne parlerai pas d'urbanisme éphémère, parce qu'on voit bien qu'à travers les exemples, et on a tous des exemples similaires, on est plutôt sur une pré-programmation dans un processus de fabrication d'un projet urbain, me semble-t-il. On n'en est pas à stade, je dirais, ça y est, grâce à ces phénomènes-là, on a le projet urbain. Je pense que ce n'est pas ça. Par contre, à la question aussi véritable outil ou effet de mode, ben, je pense que ça dépend du degré d'honnêteté que l'on a. J'ai envie de le dire comme ça. C'est-à-dire que quand on est honnête, on va vraiment utiliser ces éléments-là comme un élément méthodologique qui va nous permettre de fabriquer un projet. Si on est un peu moins honnête, eh bien, on va faire l'effet de mode parce qu'on va parler de start-up, on va parler d'usage, on va parler de tas de choses. Et puis, quand vous regardez, vous parliez de la métropole, vous parlez de réhabiliter Paris. Quand on regarde les projets, c'est le même vocabulaire, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes images, c'est les mêmes couleurs, même dans les couleurs. Donc, c'est un peu, c'est ça que je dirais. Il y a la frontière, elle existe. Hein. Donc je pense qu'il y a beaucoup de projets, bien sûr, c'est une démarche honnête, et puis il y a aussi des projets où on annonce des choses, et puis finalement on verra bien. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, on a l'impression de découvrir quelque chose, mais moi je me souviens, en 1990-91, avant que Remède existait sur Marseille, j'ai eu l'occasion de travailler sur les docks. Sur les docks, eh bien, c'était inconnu, puisque c'était, je dirais, tous les entrepôts de je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, le truc des entrepôts de la marine, ou je ne sais plus comment, je connais plus le titre, excusez-moi. Toujours est-il que ce lieu-là n'était pas connu des Marseillais. Et quand on est parti sur le projet-là, on s'est dit, mais c'est connu par personne. Et donc, du coup, c'est quand même un sacré handicap. Alors d'abord, on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire. Et on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, dans un premier temps, on a fait des fiestas. C'est-à-dire qu'on a fait des fiestas dans le but de faire de la fête, mais surtout pour faire en sorte que les Marseillais, à un moment donné, commencent à connaître ce lieu. C'est-à-dire comme un élément de découverte d'un territoire qui leur avait échappé parce que c'était un endroit privé. Et ça, c'était intéressant et j'ai connu ça. J'ai connu également de la même façon, c'était plutôt en 96-97, quand j'étais à l'EHPAD, sur l'Axe. L'Axe n'existait pas encore à la Défense, je dirais après l'Arche de la Défense, donc sur Nanterre. Et finalement, eh bien, au-dessus de la 14, je me souviens, j'ai mis un Algeco. Pour ceux qui connaissent, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui Atelier Ville. Eh bien, on a fait des ateliers pour les enfants, pour des adultes, simplement pour les initier, leur donner des points de repère sur ce qu'est, alors je vais dire l'urbanisme parce qu'on est entre professionnels, mais leur donner des points de repère sur la compréhension de leur quotidien. Leur appartement, leur immeuble, la rue, tous ces éléments-là, et qui se nourrissent de ça, puisqu'il y a un grand projet qui allait arriver, et que forcément, quand on allait parler du projet, c'est au moins qu'on essaye de partager des choses avec ces points de repère-là pour faciliter la discussion. Je dis bien la facilité, c'est pas autre chose. Donc c'était intéressant, donc je dirais, et je donne ces exemples-là, mais je suis sûr que dans la salle, plein de gens ont des exemples qui existent de cette manière-là. Donc, vous voyez, effet de mode, oui, quand on se dit que c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. Et c'est dans ce processus-là que je trouve ça très intéressant, dans la mesure où ça permet de découvrir un lieu, je l'ai dit, et ça me paraît important, de le découvrir pour les gens qui habitent autour ou de la ville ou qui vont habiter, mais également pour nous. Parce que là aussi, si on pousse un peu loin le bouchon, et si je caricature un peu, ça fait partie du diagnostic. La compréhension du territoire sur lequel je vais devoir imaginer et travailler sur un projet urbain, ben, ça fait partie du diagnostic. Et donc, ce processus-là nous permet peut-être d'aller un peu plus loin dans la compréhension des choses. C'est d'apporter une animation. Ça, c'est important aussi, puisque beaucoup de projets, et on l'a tous vécu, on devient aménageur. Et très souvent, donc on récupère un foncier ou on le récupère un peu plus tard. Et même quand on récupère, il va se passer peut-être 2 ans, 3 ans, parce que les procédures à faire, etc. Et pendant ces 3 ans, le site, il est inerte, il ne se passe rien. Et que là, ce qui est assez intéressant sur ces terrains-là, c'est à ce moment-là de pouvoir utiliser ce processus-là, de commencer à imaginer avec des acteurs qui savent faire ça, d'utiliser ce site et de créer des animations qui vont permettre à certains types d'habitants, de la société civile, peut-être d'entreprises, de métiers de l'art, de la culture, etc., de s'approprier ça et qui va permettre justement d'être en relation
avec ceux qui peut-être un jour vont habiter là et vont nous permettre, je dirais, de voir un peu ce sur quoi on accroche. Donc on peut repérer, je dirais, des éléments de programmatique futur. Et ça, c'est assez intéressant. Dans le vocabulaire, d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais on parle éphémère et puis assez souvent, je trouve qu'on confond assez souvent éphémère et puis préprogrammation. Parce que normalement, l'éphémère, à un moment donné, il disparaît. Donc c'est quelque chose qui est éphémère, qui disparaît. Et on voit bien que dans ce phénomène-là, il y a beaucoup de projets comme ça qui se font. Moi, quand on regarde Plateau urbain, vous le citiez, avec les grands voisins et Plateau urbain, ben finalement, vous voyez, ils disparaissent. On est vraiment dans de l'éphémère, mais n'empêche qu'ils ont provoqué quelque chose. D'abord, ça a permis, et je suppose que vous avez, certains d'entre vous, fait cette expérience-là, on a découvert un site qu'on ne connaissait pas forcément. Et puis aujourd'hui, eh bien, c'est à partir de ça qu'il y a un projet qui va se faire. Et d'ailleurs, il y a des appels à projets aujourd'hui qui sont en train de se monter pour se faire. Donc je pense que ce processus-là est intéressant. Si je fais la différence avec Darwin, la personne qui le fait, on voit bien qu'il est à la fois dans l'éphémère, mais en même temps, il est derrière la tête. Et il sait très bien qu'il a envie de finaliser un projet. Donc ça se ressemble, mais je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ça, c'est assez intéressant de l'analyser également. Moi, je me place là, quand je parle d'éphémère, d'outils qui me permettent de comprendre le territoire et qui vont me permettre d'apporter des éléments qui vont construire la programmation et le projet urbain. Donc c'est deux choses un peu différentes. Parce que si je redis encore autrement les choses, aujourd'hui, on parle de ça, et puis en même temps, quand on regarde la méthodologie que peut-être on abuse tous un peu de trop, c'est que quand il y a un appel à projet, on va chercher une équipe. Mais le simple fait de prendre une équipe avant de faire un diagnostic, ça veut donc dire quelque part, on préjuge de quelque chose. Et que je ne suis pas certain que c'est la bonne méthode. Et ça veut donc dire que là, si on est honnête, vous comprenez ce que je veux dire, hein, c'est quel sens je le prends, ça veut donc dire que ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre. C'est bien justement de mettre en place sur ce territoire-là un certain nombre de choses, d'animation, etc., qui vont nous permettre de mieux comprendre, d'aller plus loin dans cet aspect programmatique pour présenter le projet. C'est aussi préparer le participatif. Parce qu'on parle de participatif. Alors déjà qu'on parle de concertation, on est un foutu de la faire correctement. Le participatif, je pense qu'on est un pays, on a encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Et c'est pour ça que par ce biais-là, peut-être, moi je n'ai pas encore tiré des enseignements définitifs là-dessus, mais peut-être que c'est une façon d'arriver, je dirais, avec un contact et un dialogue avec les personnes qui seront concernées ou qui sont autour, qui vont nous permettre peut-être d'arriver à tirer un projet vers le haut. Merci, on va devoir poursuivre hein, pour rester dans le temps. Donc, animation, préfiguration, participation. Aussi peut-être la question de l'innovation. Et je voulais poser cette question, Philippe Labro, puisque vous vous intéressez au thème de la ville de demain et notamment des innovations en matière d'énergie. Donc, est-ce que vous pensez que l'urbanisme éphémère ou temporaire puisse apporter des réponses aux grands enjeux qui se posent aujourd'hui dans nos espaces métropolitains, et notamment à l'enjeu écologique? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté, notamment dans le cadre de l'accompagnement que vous développez auprès des collectivités? Alors, moi, je suis un peu, quand j'ai le poids de vin, c'est vrai, l'éphémère, je vois comme la boutique éphémère, c'est-à-dire utiliser par accident un lieu qui n'est pas disponible. Au départ, l'éphémère, c'était ça dans la boutique. Donc, peut-être on développe d'autres concepts aujourd'hui. Alors, l'éphémère, l'urbanisme éphémère, pour nous, c'est le droit à l'expérimentation. Je crois que c'est important de le reformuler, c'est-à-dire c'est le droit à l'erreur. Ça veut dire qu'on peut tester des concepts, des produits, parce que la population que l'on va recevoir dans ces lieux est une population curieuse. Une population motivée, ce n'est pas une population, je dirais, d'habitat classique ou de participation classique. Elle est dans des lieux qui sont spécifiques, elle est donc en phase de découverte, donc elle est forcément critique et constructive. Donc ça nous intéresse. Alors pour nous qui sommes opérateurs de services urbains, je vais regarder ça sous cet angle-là. On n'est pas des pourvoyeurs d'urbanisme éphémère, mais on peut être des contributeurs à l'urbanisme éphémère en termes d'essais et d'expérimentation et d'innovation. Je prends pour exemple, on peut tester, on essaie de tester avec nos labos, un nouveau concept d'éclairage qui va aussi diffuser de l'information, ça s'appelle le LiFi. C'est-à-dire comment la population réagit à ce type de service urbain, c'est-à-dire vous êtes sous un lampadaire, vous avez un message spécifique sous chaque lampadaire. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est un gadget?
Est-ce que ça permet de faire du service spécifique? Est-ce que ça a un avenir dans la ville? Ça permet, dans ces lieux-là, de déclarer ça. Alors, nos équipes, on a la chance d'avoir un labo avec une équipe de designers énergie urbain et services urbains. On peut tester en vraie grandeur dans un lieu éphémère un genre de bar graphe qui va donner en temps réel l'intensité énergétique consommée par le quartier, voir ce que ça donne. Alors on va voir la réflexion des gens, on ne peut pas le faire dans un résumé classique. On peut très bien avoir un graphe qui dit vous êtes vertueux, moins vertueux, vous participez à la réduction des gaz à effet de serre parce que vous avez participé à une période en fin de compte d'effacement, donc vous êtes contributif à ça. Donc nous, ça nous importe. Développer ces nouveaux services. Alors, ça peut être très large par rapport à ça. Services de mobilité aussi. Donc, moi, j'y vois dans ces lieux-là, en fait, des lieux dans lesquels on a le droit de se tromper, on a le droit d'essayer, et on a le droit d'être critiqué. Parce qu'on est dans quelque chose de concept. Plutôt que de les faire en vrai cadre dans un labo où tout serait séparé, on a des vrais testeurs en temps réel qui sont capables de donner un avis critique par rapport à ça. Donc nous, on y voit quelque chose de très intéressant. Alors, comme je vous disais, on n'est pas moteur là-dedans, mais on souhaite être contributeur dans le domaine de l'énergie et dans le domaine, bien sûr, on va vers un urbanisme qui va forcément, on est en pleine suite de la COP21, COP22, etc. On a des alertes partout, tous les jours, sur les problématiques de changement climatique, problèmes de biodiversité. Je pense que c'est le lieu dans lequel on peut opérer des sensibilités, sur lequel on peut opérer des mutations. Et si on ne le fait pas là, je ne vois pas où on peut le faire, quoi. Il faut vraiment qu'on sensibilise les gens à ce niveau-là, au niveau des territoires. Voilà, pour nous, c'est un système de préfiguration de la ville, préfiguration des services urbains qui nous semble incontournable et on compte apporter une contribution assez large à ce type d'innovation. Merci. Donc, Julien Mérignac, vous occupez une position un peu différente. Du coup, en tant que directeur d'un cabinet d'études et de conseil, donc en tant que concepteur des projets et de planification, quel regard portez sur l'urbanisme temporaire? Est-ce que donc, vous pensez que ça peut être des vecteurs d'innovation urbaine? Et puis, est-ce que ces projets vous finalement conduisent à revoir vos pratiques, vos méthodes? Essayer d'aller très vite. Beaucoup de choses ont été dites. C'est l'heure de l'urbaniste. Donc c'est l'heure d'un petit peu théoriser et prendre parti, si vous le permettez. Il a été question de savoir si on peut parler, si ça a un sens de parler d'urbanisme éphémère. Moi, pour ma part, je catégorise les choses en trois notions qui couvrent des dimensions assez différentes. D'une part, les usages éphémères, les occupations temporaires, et puis ensuite la catalyse urbaine. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière chacun de ces thèmes ou termes. Les usages éphémères, ça concerne plutôt les espaces publics et les espaces communs. C'est le plus souvent sur une fonction sociale, éducative, culturelle. Et pour faire simple, ça participe du réenchantement de la ville. On considère que la ville, pour autant qu'elle ait été un jour enchantée d'ailleurs, c'est souvent initié ou porté ou développé par des associations engagées, ce qui est, à mon sens, à la fois leur force et leurs limites. On peut vite passer d'un démonstrateur environnemental à un entre-soi un peu boboïde et défiant. Par contre, c'est sûr, c'est l'occasion de mobiliser et d'installer un débat citoyen. Pour autant, est-ce qu'on parle d'urbanisme? Moi, je ne suis pas sûr, même si créer ou révéler de l'urbanité, ça participe de l'urbanisme. Sur les occupations temporaires, ça concerne plutôt du bâti, plutôt des immeubles, des friches. Ça concerne plutôt du patrimoine public, quand même, en France, même s'il y a du patrimoine privé. Et c'est presque, pour simplifier, une sorte d'économie de troc, c'est-à-dire rapprocher un espace sous-qualifié et une activité émergente, à moins que ce soit l'inverse, et dans une logique de rationalisation économique, c'est-à-dire le temps du projet, on est win-win. Après, là-dessus, moi je considère qu'on peut jouer avec le feu, c'est-à-dire on peut simplement mettre en œuvre une économie de substitution un peu low cost qui louche vers l'informalité, pardon. Et puis, si ça marche, ça pose d'autres problèmes. Par exemple, Darwin à Bordeaux, au bout d'un moment, le provisoire, il est là pour durer. D'ailleurs, il était présupposé que ça dure du point de vue du porteur. Donc c'est l'occasion de mettre en œuvre aussi l'empowerment, c'est-à-dire que pour une fois on dit on va vous capaciter, on va vous mettre à disposition des locaux. Pour autant, est-ce que c'est de l'urbanisme? Moi je ne suis toujours pas sûr, même si revaloriser, donner une nouvelle valeur, moi je pense que ça participe de l'urbanisme et de la réflexion urbaine.
Après, ce qui est le plus intéressant, c'est la catalyse urbaine, qui pour moi concerne plutôt des quartiers, souvent avec une maîtrise foncière plutôt privée. Et il s'agit d'investir du coup des espaces dans un but clair dès l'origine, qui est de tester et établir certains usages et fonctionnements urbains. Donc c'est une sorte d'expérimentation réfléchie, anticipée, décidée, projetée, avec un process qui est souvent le même, une révélation éphémère. Donc là, on peut parler d'éphémère, un peu par l'underground, l'artistique, le festif, ça a été évoqué. Ensuite, un peu d'acupuncture sur les usages économiques pour tester les marchés. Et enfin, le renouvellement urbain. Donc cette méthode-là de catalyse urbaine, c'est un métier chez nos voisins, mais pas vraiment chez nous. C'est le métier d'urban catalyste. Le plus connu des catalystes, c'est Kees Christiansen de KCAP. Est-ce qu'on peut parler d'urbanisme à ce moment-là? Moi, je pense que oui. À ce moment-là, on parle d'urbanisme. Mais est-ce qu'on peut installer cette réelle politique urbaine en France? Moi, je pense qu'il y a un gros problème, enfin on évoquera peut-être ça dans les questions, ici ou dehors, de culture, le rapport à l'État, le rapport à la propriété. Peut-être qu'on n'est pas assez protestant et un peu trop catholique pour aborder ces sujets-là. Après, à titre personnel, je suis partagé par des sentiments assez contrastés concernant l'urbanisme éphémère. Parfois, j'ai une perception assez sévère, et puis des fois, j'ai envie de m'enflammer, de trouver ça formidable. Donc je suis toujours en train d'osciller entre les deux. Alors en quelques mots, pourquoi? D'abord, pourquoi sévère? D'abord parce que je trouve qu'il n'y a rien de nouveau. Bon, ça a été dit. Les squats new-yorkais de Chelsea, qui sont devenus aujourd'hui l'endroit le plus cher de Manhattan, le théâtre libre d'Ariane Mnouchkine, donc même jusqu'aux années 50, 60, 70, les déclassés émergents qui deviennent la nouvelle avant-garde, c'est les dadaïstes l'ont fait, les situationnistes l'ont théorisé, donc quelque part la boucle était déjà bouclée dans les années 60. Et puis j'attire aussi votre attention sur le fait que notre éphémère informel très alternatif et tendance dans nos pays occidentaux, c'est juste la façon courante de fabriquer la ville en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. Donc le fait de laisser le sprawl se développer, puis ensuite l'urbain structuré, formel, reprendre le dessus, c'est juste les dynamiques à l'œuvre dans plus de 50% des espaces urbanisés. Ensuite, pourquoi sévère? Parce que, bon, much ado about nearly nothing, donc beaucoup de bruit pour peut-être presque rien. On parle d'un phénomène qui est quand même très limité, il me semble, sur les territoires. C'est limité, on l'a vu sur les cartes, les métropoles, les très grandes agglomérations, Paris, Nantes, Bordeaux, ceux qui captent déjà le développement, les métropolitains, les capitaux, et qui ont déjà les outils pour observer et agir. Une halle en première couronne francilienne avec des boîtes à l'intérieur, c'est super. Au fin fond du 52, nous on essaye, mais c'est beaucoup plus compliqué de faire venir des métropolitains supérieurs, start-upers, motivés, c'est difficile. Aussi en France, on a tendance à peut-être beaucoup et souvent inutilement théoriser. C'est-à-dire, quand à New York, sur les berges de l'East River, à Williamsburg, les riverains ne se sont pas dit on va faire un lieu de rencontre et de brassage, expression de la mixité sociale et intergénérationnelle. Ils ont dit, on va s'approprier un lieu cool. Et ensuite, on parle de parenthèses enchantées qui sont souvent en dehors de tout contexte, qui apparaissent, qui disparaissent, avec en réalité pas mal de lots de désenchantement. Et souvent, l'éphémère, c'est du dispensable, voire du rapidement oublié. Et enfin, il y a un effet de mode. Moi, j'en suis persuadé. C'est agaçant, c'est pas la peine de développer. En une minute, pourquoi je trouve que c'est formidable, quand même, et je vais finir là-dessus, parce qu'il s'agit enfin de faire la ville du quotidien et des usages, avec tous les acteurs du terrain, au plus proche de leurs vrais besoins, de leurs vraies attentes, cette pratique qui permet d'augmenter la concertation publique, on pourra en parler des heures dehors tout à l'heure avec ceux que ça intéresse, parce qu'en fait on est en train de passer de la participation aux makers, ça a été dit, quand on fabrique son lieu de travail, on est vraiment dans une amplification, et nous on travaille beaucoup là-dessus avec notre à la 7, Citadia et avec Art Public. Ensuite, dans ma pratique quotidienne, j'ai pu constater, enfin, ça me paraît indéniable, que ces démarches-là ne sont pas des démarches opportunes ou opportunistes. Ce sont ceux qui investissent ces lieux-là, des tacticiens. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut parler d'urbanisme tactique, c'est-à-dire que ceux qui s'installent sur ces lieux émergents flèchent les vrais sujets sur les bons lieux. Donc on est vraiment tenté de faire confiance à leur expertise et à les suivre. Et
du coup de s'engager ensuite dans la vraie question, c'est-à-dire fabriquer un urbanisme évolutif. C'est-à-dire être capable de faire finalement le BIM urbain, c'est-à-dire d'imaginer ce que le quartier sera dans 20 ans, dans 40 ans, dans 60 ans. Et enfin, un dernier point, je crois que si j'avais 20 ans de moins, en toute sincérité, mon rêve serait d'avoir une vraie grosse barbe et de travailler chez Bellastock. Alors, merci beaucoup. Donc, il nous reste quelques minutes pour des réactions et des questions. Donc, je ne sais pas si dans la salle, il y a donc des personnes qui souhaitent réagir. Oui, bien sûr. Oui. Non, je pense qu'on est passé aussi d'un mode de faire où avant, on faisait le diagnostic et on révélait les points forts, les points faibles et on fabriquait un programme. Et en fait, finalement, les compétitions inventées, on fait travailler autrement et on est plus comme les Anglais et on est plus comme les Anglais et on est plus comme les Anglais et on est plus des placemakers. Alors, qui souhaite intervenir ou poser une question ? Personne ne se lance. Non ? Alors, je ne sais pas si vous souhaitiez réagir aux interventions des uns et des autres. Un autre point, Sophie ? Sinon, moi, je conclurai si vous le voulez. La différence, c'est de faire la ville. Il y a le diagnostic, programmation, et il y a maintenant le placemaking, qui sont présents tous les deux d'ailleurs dans les dossiers d'Inventer la métropole. Moi, j'ai vu des dossiers où c'est du diagnostic urbain très classique et qui programme. Et la deuxième chose, c'est que moi, ce qui m'est apparu, c'est que finalement, comme tu le disais, l'usage, les jeunes ont envie un peu de vivre nomade, éphémère, pas dans le dur. On voit bien qu'on ne fabrique plus des grandes icônes de spectacle, mais qu'on a envie d'être dans un baraquement sur la pelouse ou je ne sais pas quoi. Et que finalement, ça percole petit à petit dans les lieux de vie, dans les lieux de travail. Et que, quelque part, on est en train de construire aussi des formes urbaines différentes, mais qui sont définitives, mais qui sont issues de cette architecture éphémère ou événementielle, temporaire. Et je pense que c'est à ça qu'il faut être attentif. Ça va peut-être pas durer, mais c'est quand même assez... la vague de fond est assez forte. Ce que je voulais peut-être rajouter, c'est que c'est vrai qu'on n'est pas sur un phénomène nouveau et en même temps, les contraintes auxquelles on est confronté aujourd'hui obligent à faire un peu autrement. Et vous évoquiez les pays du Sud, par exemple, et les méthodes qui sont celles de ces pays. Et aujourd'hui, on a peut-être un peu moins que ce qu'on a pu avoir par le passé. Et du coup, ça oblige à faire un peu bouger les lignes. Et je pense que ce que l'on observe dans ce phénomène, donc qui n'est pas nouveau, mais qui se développe quand même un peu et qui prend un peu plus de place peut-être qu'il y a quelques années, c'est ça aussi. Se dire, aujourd'hui, on est obligé d'inventer un peu de nouvelles manières de faire, d'utiliser au mieux ce que l'on a déjà et peut-être de travailler plus ensemble et plus de manière transversale. Ça sonne, donc le temps est terminé. Voilà, mais vous pouvez peut-être dire un mot et puis on continuera les échanges si vous le voulez devant la salle. Merci à tous et bon après-midi.